Chapitre 2. Le début du mois de juin était anormalement chaud et sec. Après une semaine pluvieuse, excellente pour la croissance des plantes, le soleil avait percé le manteau nuageux et contraint l'ex-inspecteur-chef Higgins à nourrir sans délai ses climbers, les rosiers grimpants, avec une mixture végétale de sa composition, exempte de tout produit chimique. C'était sans doute pourquoi deux couples de grands porte-queues, de splendides papillons aux ailes jaunes et noires, voltaient en cadence au-dessus des fleurs épanouies, à l'abri du vent. Plutôt trapus, de taille moyenne, les cheveux noirs, la lèvre supérieure ornée d'une moustache poivre, et celle taillée et lissée à la perfection. Les tempes grisonnantes, l'œil vif, parfois malicieux, l'allure débonnaire et la distinction innée, Higgins, pourtant considéré comme le meilleur né de Scotland Yard, avait pris une retraite anticipée pour ne pas déroger à certains principes spirituels et moraux qui, à ses yeux, comptaient en plus que les échelons d'une carrière. C'est pourquoi il s'était retiré sur ses terres, dans son manoir familial de The Slaughterers, si dans la vieille et paisible province du Gloucestershire, loin du bruit et de l'agitation des grandes villes. L'ex-inspecteur-chef s'occupait de son chat, Trafalgar, un superbe siamois aux yeux bleus dont l'intelligence n'avait d'égal que sa gourmandise, entretenait sa pelouse, bichonnait sa roseraie, relisait les bons auteurs et faisait de longues promenades en forêt où il rencontrait quelques amis fidèles, dont un sanglier solitaire. L'ex-inspecteur-chef appréciait la beauté sereine de sa demeure traditionnelle au toit d'ardoise, aux murs de pierre blanche, aux porches soutenus par deux colonnes, aux fenêtres du 18e à petits carreaux rythmant deux étages disposés selon le nombre d'or, et aux hautes cheminées de pierre dressées, immobiles, vers le ciel habituellement couvert. Attirant la confiance d'autrui, Higgins eût été un parfait confesseur si le destin ne l'avait pas conduit à lutter contre le crime et à empêcher qu'il ne fût parfait. À maintes reprises, même depuis sa retraite, le Yard avait fait appel à lui pour dénouer les fils d'intrigues complexes et empêcher de graves scandales d'éclater. La vérité sur de nombreuses affaires brûlantes se cachait à l'intérieur des carnets noirs que remplissait Higgins pendant ses enquêtes et qu'il classait avec soin dans une armoire secrète de son manoir, dont lui seul connaissait le mécanisme d'ouverture. Vérité souvent trop effroyable pour être portée à la connaissance du grand public, qui devait se contenter de la version édulcorée des différents moyens d'information. Higgins se pencha avec beaucoup d'attention sur Nil bleu, une rose à petites feuilles luisantes et aux longues tiges fragiles, qui exigeait des conversations quotidiennes pour se souvenir du soleil d'Égypte sous lequel elle était née. L'ex-inspecteur-chef lui parlait de ses voyages, de son adolescence en Orient, des êtres merveilleux qu'il avait rencontrés, de l'embrasement des aubes et de la plénitude des couchants. Comme les scientifiques l'avaient établi, retrouvant une réalité bien connue des anciens, le dialogue avec les plantes et les fleurs était indispensable à leur croissance. Nil bleu s'en portait bien et ne manquait pas de récompenser Higgins en lui offrant une couleur incomparable. Soudain, un bruit inhabituel troubla Higgins. Un mélange de croassement, de froissement d'ailes et de succion d'un liquide. En se retournant, l'ex-inspecteur-chef aperçut une corneille qui se désaltérait sur sa pelouse en s'abreuvant au jet d'eau que le policier avait omis d'interrompre. Stupéfait, il se remémora les phrases de la lettre récente que venait de lui adresser sa grande amie de Pézenas. « Dans mon jardin, écrivait-elle, il m'arrive de faire des rencontres sidérantes. J'arrosais la pelouse au jet quand est tombé à mes pieds, échevelé, tourbillonnant, dégingandé, ébouriffé et péremptoire, un oiseau noir qui, sans façon, s'est planté devant moi pour boire à longs traits l'eau sortant du tuyau avant de prendre son bain, présentant tour à tour la tête, le dos, la queue, battant des ailes, sautillant. Cet étrange personnage avait-il volé du midi de la France jusqu'au Gloucestershire? Higgins ne dérangea pas la corneille et attendit la fin de ses ébats avant de couper l'eau. Respecter la nature faisait partie des luxes qu'il pouvait s'offrir. Quand Mary apparut à la lisière du jardin, Higgins pressentit la catastrophe. À 70 ans, Mary, la gouvernante du domaine, avait bon pied bon œil. Croyant en Dieu et en l'Angleterre, dotée d'une santé de fer qui lui faisait condamner comme malades imaginaires tous ceux qui se plaignaient d'une affection quelconque, elle avait traversé 2 guerres mondiales sans le moindre rhume. Contrairement à Higgins, Mary croyait au progrès et avait introduit dans ses quartiers réservés un téléphone, une radio, un réfrigérateur et même une télévision, instruments barbares qui, selon Higgins, conduisèrent l'humanité à la déchéance.
La gouvernante, persuadée que le Yard était un repère de brigands, lisait avec assiduité des journaux à scandale comme The Sun, non sans avoir consulté la première le Times de Higgins, qu'elle repliait et glissait sous la bande d'abonnement. Faisant semblant de ne pas s'en apercevoir, l'ex-inspecteur-chef respectait le pacte passé avec Mary. Chacun son domaine, respect mutuel des territoires privés et des horaires de repas. Dans sa cuisine privée, la gouvernante préparait de remarquables plats qu'un cuisinier français de premier plan n'aurait pas désavoués. Mais, à cet instant, Higgins ne songeait pas au déjeuner. Les poings sur les hanches, Mary était en proie à une véritable colère. « Où se trouve votre maudit chat ?» Trafalgar se repose dans son fauteuil, devant la cheminée du grand salon. « Il se repose, ce monstre. Savez-vous ce qu'il a fait cette nuit ? Je n'ai rien constaté d'anormal. » avança Higgins avec prudence. « Votre chat s'est introduit dans ma cuisine et a rongé les bourrelets de la porte du réfrigérateur. Ensuite, il a réussi à l'ouvrir et à dévorer une pintade et une énorme portion de charlotte à la framboise. Je suppose que le reste des provisions est indemne parce que la panse du voleur était pleine à craquer. »« C'est fâcheux, » reconnut Higgins, pensant néanmoins qu'un tel drame eût été évité dans un garde-manger à l'ancienne, selon les bonnes vieilles méthodes de conservation. Il évita néanmoins de s'engager sur ce terrain, convaincu qu'une discussion technique ne calmerait pas la colère de Mary. « Je m'engage à remplacer les bourrelets, » affirma-t-il, non sans solennité. « Il faut une sanction sévère, » estima Mary. « Le vol est un délit très grave. » Higgins redoutait les exigences de la gouvernante. La négociation risquait d'être dure. « Ce chat doit être privé de déjeuner. »« Privé, c'est peut-être excessif. Admettriez-vous une restriction ? Vous misez sur ma faiblesse naturelle ? J'assume mon rôle d'avocat de la défense. Étant donné qu'il s'agit d'une première faute grave, je plaide l'indulgence. Nous nous en tiendrons à une cuisse de poulet sans sauce et sans garniture. Bien entendu, pas de dessert. Je parlerai à Trafalgar. Il comprendra. » Mary retourna à ses fourneaux, Higgins à sa roseraie, cherchant les mots qui ne heurteraient pas la susceptibilité du félin. Le retour précipité de la gouvernante lui fit craindre un revirement négatif, mais cette fois, Mary semblait plutôt émue. « Le téléphone, pour vous, auriez-vous l'obligeance de répondre que je suis absent ? » « Ce n'est pas possible. Le secrétariat de Queen Mum vous réclame. Queen Mum, la reine-mère, symbole de l'Angleterre indestructible et triomphante, l'idole de Mary et de la quasi-totalité des sujets de Sa Majesté. » Higgins pénétra dans la cuisine privée de Mary et s'empara du combiné. La gouvernante tendit l'oreille, mais ne perçut que des bribes d'une brève conversation. L'ex-inspecteur-chef raccrocha. Mary ne cacha pas sa curiosité. « Que vous veut-elle ? » ?»« Une invitation à déjeuner. Je suis malheureusement obligé de me rendre à Londres. » Higgins appliqua avec un blaireau la mousse à raser qu'il avait préparée dans un bol en bois de rose. Maniant une fine lame d'une main sûre, il se rasa à la perfection, puis coupa un poil blanc indiscipliné qui troublait l'ordonnance de sa moustache poivre et sel. L'ex-inspecteur-chef luttait contre la négligence, car il la considérait comme une expression vicieuse du mépris d'autrui. Higgins se vêtit d'une chemise en popeline sur mesure, d'un pantalon de flanelle anthracite de chez Trousers, dans Regent Street, et d'un blazer bleu confectionné par son tailleur personnel, œuvrant chez Stovall & Mason. Un nœud papillon à discret pois rouge compléta l'ensemble. Bien entendu, l'ex-inspecteur-chef n'oublia pas son tiloken, le seul imperméable qui méritait cette appellation, et s'alliait avec le costume le plus élégant. Lorsqu'il sortit de ses appartements, Mary perçut la senteur subtile de l'eau de toilette Jubilee Bouquet de chez Penhaligon's, créée pour célébrer le couronnement d'Élisabeth II. Son odeur envoûtante de feuilles, de noyer froissé, était d'une élégance suprême. Fascinée, la gouvernante se garda bien de féliciter Higgins. « Tâchez de bien vous comporter avec Queen Mum, recommanda-t-elle. Il en va de l'honneur de cette maison. Puis-je vous demander un service, Mary ? Dites toujours. À cause de cette chaleur inhabituelle, Nil Bleu est un peu perturbé. Auriez-vous l'obligeance de lui parler toutes les 3 heures, avec votre voix la plus douce ?